Donc Lionel Dany, moi je suis professeur de psychologie sociale de la santé, donc je ne m'intéresse pas nécessairement au développement de l'enfant, mais par contre les questions liées à la prévention, aux enjeux de santé publique, les écrans font partie de ces enjeux de santé publique, m'intéressent tout particulièrement. Et puis je suis obligé de commencer par parler de moi personnellement, j'ai une petite fille de 3 ans et demi. Donc du coup, je suis un peu dans la merde en fait, parce que je ne sais pas gérer les écrans. J'arrive à me poser des questions sur les écrans, mais je suis, tout comme chaque parent, je pense, pris dans ce désir contradictoire de bien faire et de pouvoir aussi prendre du temps pour moi. Mais j'y reviendrai par la suite par rapport à la lecture que j'ai pu faire du livre de Serge Tisseron, qui du coup m'intéressait je dirais à ce double niveau, c'est-à-dire de se dire, tiens, qu'est-ce que je peux en faire moi en tant que père, d'une certaine manière, et puis comment je peux le lire à travers mon champ de compétences et m'interroger sur la façon, je dirais, dont le propos est construit et les propositions sont faites. Euh, donc, ce que je vous propose, c'est un petit peu un voyage au sein de ce livre. Je vais le prendre dans le sens chronologique tel que je l'ai lu, les différents chapitres, la façon dont Serge Tisseron, je dirais, construit son argumentaire pour nous amener à cette réflexion sur le fait d'apprivoiser les écrans et grandir. Donc, c'est le titre de son ouvrage. J'ai été interpellé dans un premier temps, ne serait-ce que par ce titre, quoi, apprivoiser. Ça m'a beaucoup questionné, puisque je me suis dit, apprivoiser, généralement, on utilise ce terme pour parler en fait d'un animal sauvage. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a de sauvage dans les écrans? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de sauvage? Je sais que le terme est un petit peu à la mode en ce moment, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir de sauvage dans les écrans, dans le recours à la télé, au numérique? Parce que pour moi, ça renvoie à quelque chose de fait qui est déjà d'une certaine manière apprivoisé à des événements, enfin on va dire à des supports techniques qui sont construits par les êtres humains et donc du coup ils font déjà, dont on pourrait supposer qu'ils font déjà l'objet d'un apprivoisement. Donc, du coup, pour résumer à grands traits, hein, bien entendu, je ne vais pas pouvoir exposer l'ensemble des éléments. Peut-être que je ferai un partage d'écran à un moment donné pour revenir sur 2 ou 3 schémas qui sont issus, on va dire, du travail qu'a fait Serge Tisseron depuis quelques années sur cette question, et peut-être aussi pour présenter 2 ou 3 schémas un petit peu de réflexion sur la question du risque. Pourquoi je parle du risque? Parce que le livre, dès l'introduction, du coup, il fait une référence, je dirais, à la question des enjeux de santé publique. Et il y a une analogie qui est produite d'entrée de jeu entre est-ce qu'on laisserait un enfant devant un saladier de crème au chocolat pouvoir constamment, toute la journée, pouvoir en manger sans se poser la question. Et donc, il nous convie d'entrée de jeu, je dirais, dans son ouvrage, à ce qu'il appelle une diététique de l'écran, quoi. Est-ce que c'est ça, finalement, qu'il faudrait mettre en place? Et donc, il fait entrer directement à travers son ouvrage la question des écrans dans le domaine du sanitaire, de la santé publique, et donc, on pourrait dire de la construction du risque. Et finalement, l'exposé que l'on a eu juste avant vise en grande partie à faire rentrer la question des écrans, quels que soient les usages, dans cette question de la construction du risque. Et il y a toujours un risque à la construction du risque. Et je reviendrai par la suite selon la perspective que l'on veut appliquer pour essayer d'appréhender ce que c'est un risque. Donc la construction du risque telle qu'elle va être faite dans l'ouvrage de Serge Tisseron, hein, ça va passer par l'élaboration du danger lié aux écrans, et il va faire référence par exemple dans un premier temps aux travaux qui se sont intéressés dès les années 90 à la télévision. Donc l'idée dès ces premiers travaux, c'est déterminer les effets d'une consommation excessive. Et là, pareil, c'est un terme qui peut prêter à discussion. Et on l'a vu juste avant. À partir de quand on peut penser à un seuil, à un excès? Et là, on voit que les écrans, finalement, actualisent tout un ensemble de questionnements qu'on retrouve par ailleurs dans tout un ensemble d'usages et de pratiques sociales des individus sociaux. À commencer par tout ce qui prête entre guillemets, une réflexion autour de la dépendance, de l'addiction, du risque pris, qu'il s'agisse des substances, des addictions sans produit, qu'il s'agisse du sport, de l'alimentation, du sexe, et j'en passe en termes d'activité. Donc, pour lui, il y a des partis pris qui sont un petit peu forts, je dirais, dans son ouvrage. Parfois, je ne partage pas, et je vous dirai aussi pourquoi ce que je ne partage pas dans son analyse. Dans son premier chapitre, par exemple, il évoque une des raisons essentielles pour lui qui permet d'expliquer la difficulté
à faire entendre le risque ou les dangers associés aux États, c'est que pour lui, les écrans seraient utilisés pour tenter d'oublier les difficultés et souffrances de la vie quotidienne. Et c'est ce qu'il énonce d'entrée de jeu dans son ouvrage. Donc, il va lier dans son ouvrage souffrances liées à la précarité professionnelle, par exemple, et ou sociale, comme un moteur du recours à l'écran des parents et conséquemment à leurs enfants. La précarité étant vue presque comme une injonction diffuse au sein de la société sur les injonctions vécues par les individus. Bon, c'est un petit peu particulier, c'est un parti pris hein, de lier la question de la souffrance à l'usage des écrans. Je ne le suivrai pas complètement là-dessus, puisque si on regarde finalement ce qui nous a été présenté comme travaux, on peut beaucoup nuancer cette question, je dirais, de l'inscription, la détermination sociale par la souffrance sociale de l'usage des écrans. Donc, il va nous parler de la solitude, de l'isolement, qui seraient des facteurs également à prendre en compte et qui créeraient finalement une espèce de cercle vicieux dans la consommation des écrans. Donc, à partir de là, il va faire aussi référence à l'avis de l'Académie des sciences, qui a été publié en 2013, en reprenant en fait trois grandes bonnes pratiques qui avaient pu être identifiées, ou en tout cas proposées à ce moment-là. La question de l'apprentissage de l'autorégulation, un deuxième bonne pratique qui serait la pratique de l'alternance, c'est-à-dire comment varier les stimulations sensorielles, notamment des enfants par rapport à la question des écrans. Et puis la question de l'accompagnement dont on a parlé tout à l'heure également. Donc comment finalement faire de l'expérience de l'écran un récit. Je le traduis comme ça parce que revient beaucoup dans son ouvrage l'idée de, je dirais, de construction narrative, de récit. Et là, on va voir que l'analogie avec la culture du livre va nous revenir après, dans un certain sens, de façon massive, par rapport à un choix qu'il va faire en, entre guillemets, mettant en comparaison la culture du livre d'un côté et la culture des écrans de l'autre. Donc, cette question, on va dire, de la narration, de la construction de soi, de mettre en récit son expérience, c'est quelque chose qu'on va retrouver quand même de façon assez importante dans sa proposition et dans son ouvrage. Alors là, je vais tenter un partage d'écran. L'idée, en fait, c'était de vous montrer un petit peu c'est un flyer que vous pouvez trouver assez facilement. Hein, si vous tapez le flyer ou tisserand 3, 6, 9, 12, vous allez retrouver en fait ces catégorisations. Et en fait, dans la suite de l'ouvrage, il va présenter, on va dire, cette catégorisation qui permet, à partir de repères temporels qui sont les repères de l'âge des enfants, avec la question du développement des enfants à ce stade-là, ce qui est préconisé, on va dire, pour chaque tranche d'âge. Donc, pour résumer de façon un petit peu grossière, avant 3 ans, il va nous dire, par exemple, que l'enfant a besoin de découvrir avec vous ses sensorialités, ses repères. Il faut jouer, parler, arrêter la télé. Il y a une proposition de faire en sorte que les écrans ne soient pas présents, on va dire, dans la vie des enfants, de faire en sorte. Par exemple, la question s'était posée tout à l'heure sur la question du bruit de fond que peut constituer la télé. Et là, l'idée, c'est de faire en sorte que les capacités d'attention ou de concentration ne soient pas par la présence on va dire, de l'écran. Il évoque aussi ce qu'il appelle un danger sur l'agentivité des enfants à cet âge-là, c'est-à-dire de les rendre moins acteurs du monde dans lequel ils sont par l'effet que peuvent produire les écrans sur leur activité. Ensuite, il va proposer une temporalité entre 3 et 6 ans où l'enfant a besoin de découvrir ses dons sensoriels, manuels, avec l'idée de limiter les écrans, de les partager, de parler en famille. On va retrouver cette idée de parler, de mettre en récit, de construction du sens finalement de l'expérience et des pratiques qui sont faites des écrans de façon continue, hein, quelles que soient les tranches d'âge, on va dire. Donc, dans cette période des 3-6 ans, il va pointer la nécessité d'un rapport multisensoriel aux choses, à son monde, et comment on essaie il faudrait réussir à trouver un équilibre entre deux formes d'interaction sensorimotrice et narrative. Quand je vous ai dit que le fil conducteur de la narration était très présent, vous pouvez le constater, puisque chaque fois je fais référence à ça. De 6 à 9 ans, il va nous parler du fait que l'enfant a besoin de découvrir les règles du jeu social. Donc, il y a l'idée aussi de participer à la création avec les écrans, d'une espèce d'apprentissage qui pourrait être fait avec ses enfants sur la construction de pages web, etc., tout ça, histoire et d'accentuer, on va dire, l'accompagnement sur la distinction claire entre espace intime et espace public. Chose dont on voit parfois, et notamment
Et je reviendrai tout à l'heure sur la critique qui peut être liée à la question de la stigmatisation des usages. Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup, on se saisit beaucoup de ces enjeux-là, de l'intime, du public, aujourd'hui, tel que nous le montrent un certain nombre d'interrogations, on va dire, qu'on retrouve dans la presse ou dans les opinions. Donc l'idée, c'est globalement par la suite, entre 9 et 12 ans, ça va être l'enfant qui a besoin d'explorer la complexité du monde, donc comment apprendre à se protéger, à protéger ses échanges, à développer entre guillemets de bonnes pratiques par rapport aussi au fait que une information qui est d'une certaine manière divulguée à un moment donné ou qui est proposée, on va dire, sur Internet par exemple ou sur les réseaux, peut totalement nous échapper. On voit aujourd'hui de façon importante ce que tout cela peut représenter et on voit un petit peu les excès qu'il peut y avoir et comment à un moment donné, parfois aussi l'opinion se saisit de ce qui peut être produit par des enfants ou des jeunes adultes pour en faire l'emblème de tout ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Et après 12 ans, l'idée, c'est d'accompagner en fait la période de l'adolescence, marquée par le fait de s'affranchir de plus en plus des repères familiaux, de travailler ou d'accompagner sur la question de l'influence des images violentes euh, et de gérer la question du temps, de l'excès. Alors, il pointe aussi une des limites, quelque chose qui a beaucoup été développé ces dernières années, c'est la question de l'addiction liée aux écrans. Et on sait, et je sais aussi pour avoir travaillé un petit peu la question, que cette question de l'addiction est vraiment à mettre entre guillemets, puisqu'il est très difficile de parler d'addiction aux écrans dans le contexte actuel, scientifique en tout cas. On n'a pas véritablement de preuves en l'état qu'il y aurait, en tout cas de l'addiction ou une addiction spécifique par rapport aux écrans, ce qui rend du coup aussi les choses peut-être plus compliquées, on va dire. Donc, avec l'idée aussi de réfléchir à une évaluation des niveaux excessifs ou quels sont les usages en fait. Et là, il y a une interrogation qui est menée sur cette tranche d'âge autour de quelle est la fonction finalement de l'usage. Et je crois que s'interroger sur la fonction de l'usage renvoie à s'interroger sur la fonction de toute pratique sociale et pas nécessairement que celle des écrans. Donc, va suivre dans son propos, en fait, tout un ensemble de recommandations. Alors, je ne vais peut-être pas non plus les détailler, puisque le flyer, on peut y accéder facilement, puis on voit un petit peu ce qui est proposé. Donc, il y a je dirais un petit peu pas des recettes, mais presque des recommandations, mais qui n'ont pas la vocation d'être de vraies recommandations, qui sont des conseils. Euh, auxquels pourraient se référer les parents. Et on va voir que ça va être un élément de discussion après par la suite pour moi, c'est-à-dire qui sont ses parents. Et ça, à la lecture du livre, je ne sais pas qui sont ses parents. Donc, est évoquée à ce moment-là, sur la question des règles aussi, une interrogation que devraient avoir du coup les éducateurs, au sens large, le terme qu'on pourrait utiliser, sur leur propre comportement. Tout à l'heure, ma collègue faisait référence aux multi-usages que l'on pouvait avoir en l'écoutant. Je m'en excuse, mais effectivement, pendant que je l'écoutais, j'ai regardé mes mails, j'ai consulté mes SMS, et donc je me suis baladé sur 3 applications différentes, 2 écrans différents, et j'ai l'impression que je peux le faire. C'est ça qui est terrible, c'est que je suis persuadé que j'arrive à gérer tout ça et que tout ça est devenu aussi, je dirais, des usages quotidiens pour la plupart d'entre nous. Et donc, la première interrogation qu'on pourrait avoir, c'est une interrogation sur nos propres usages avant d'essayer de vouloir influencer les usages des autres. Donc, là, on est à la fin, on va dire, du 2e chapitre de l'ouvrage de Serge Tisseron. Je dirais qu'il y a 3 grands principes, finalement, qui apparaissent. La question du contrôle, contrôler les usages, le temps, type d'usage, donner un cadre et des informations. Un 2e grand domaine qui se retrouve de la participation, comment resocialiser les usages des écrans, être acteur ou actrice des usages de nos enfants. Et puis une 3e dimension qui pourrait résumer un petit peu le propos, autour de la pédagogie ou de l'éducation, comment construire une relation autour des usages, faire comprendre, accompagner avec des règles, mettre des mots sur les usages pour favoriser la mise en récit de soi, de ces usages et donc des formes de socialisation ou de pratiques sociales qui sont liées aux écrans. Le reste du livre est un petit peu différent, puisqu'on va passer sur les chapitres 3 et 4, on va davantage parler de Facebook et des réseaux. Alors, ce qui est compliqué, et ça a été énoncé juste avant, c'est aussi d'avoir une actualité ou une actualisation
parfois des réflexions ou des connaissances d'un point de vue scientifique, parce que les choses évoluent très vite. Par exemple, je me dis, moi aujourd'hui, quand je vois mes nièces juste à côté de moi, je me dis, j'aurais presque envie de travailler sur TikTok pour savoir ce que TikTok produit à un moment donné comme type de comportement, de pratique. Alors, je les vois beaucoup bouger. Donc, du coup, moi, je me dis, TikTok, c'est génial parce que je vois mes nièces bouger. Alors, je ne les voyais pas bouger à ce point-là avant. Après, savoir est-ce qu'elles bougent bien, est-ce que c'est bon de bouger comme ça et à quoi ça participe, j'avoue que parfois, ça m'échappe un petit peu. En tout cas, il construit ces 2 chapitres autour d'un certain nombre d'interrogations auxquelles il va essayer d'apporter des réponses assez claires. C'est une façon, je pense, dans ces 2 chapitres-là, de répondre un petit peu ce qu'on appelle communément des fausses croyances ou les représentations que les individus peuvent avoir. Est-ce que les réseaux remplacent le monde réel? Il va répondre par la négative. Est-ce que les individus exposent leur intimité sans réfléchir? Il a tendance à répondre par l'affirmative à ce type de questions. Notamment par le fait que les données, une fois divulguées, ne nous appartiennent plus véritablement. Il va y avoir des questions autour de est-ce que finalement le Internet ou l'usage des réseaux permet de développer des capacités créatrices exceptionnelles, on va dire, chez les jeunes, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est à cette occasion d'ailleurs qu'il revient sur le pseudo-concept ou la dénomination quand on parle de digital native, qui serait un petit peu cette génération qui est née avec, on va dire, le monde numérique et qui serait du coup dans une relation bien spécifique à ce monde numérique. Je pense que là, on pourrait avoir une réflexion plus, voilà, plus développée par rapport à ça, parce qu'effectivement, il peut y avoir tout un ensemble de rapports à la technique qui sont différents. Est-ce que ça en fait pour autant presque une culture différente? Là, je pense qu'on peut s'interroger sur ça. Pareil, il y a des interrogations autour du comment les usages sociaux, l'usage des réseaux sociaux, est-ce que ça nous prive finalement de relations dans la réalité? Il y a un certain nombre de travaux qui montrent que ce n'est pas le cas. En fait, il n'y a pas forcément non plus des mondes. Le monde réel et le monde virtuel ne sont pas substitutifs l'un à l'autre. Il peut y avoir un aspect cumulatif et on voit dans certains travaux, par exemple, que ceux qui consomment beaucoup sont aussi beaucoup en relation. Donc les liens ne sont pas toujours tout à fait linéaires dans le sens de nos représentations sociales de ce que pourrait être l'usage des réseaux. Est-ce que les relations sur les réseaux sont moins authentiques? Il répond par la négative à cette question, en disant qu'il y a peut-être une confusion aussi à prendre en compte. Il y a parfois l'idée qu'il y a un caractère limité à ces communications, ce qui est vrai. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui, je ne sais pas combien nous sommes à être connectés. Est-ce que nous sommes véritablement dans une relation les uns avec les autres ou les unes avec les autres? J'en suis pas convaincu. Il y a un côté, en fait, d'une communication qui est limitée dans ce contexte-là. Pour le vivre depuis un certain nombre de mois, d'ailleurs, avec mes étudiants, je vous confirme que ce n'est pas le mode de communication, moi en tout cas, que je préfère, hein, parce que j'ai l'impression qu'on passe à côté de beaucoup de choses en termes de communication et d'interaction. Donc, un des enjeux qui va ressortir de ces interrogations, c'est comment contribuer ou accompagner le va-et-vient entre ce qu'on pourrait appeler le réel ou un virtuel qui peut avoir certaines composantes du réel et comment, en tout cas, accompagner toujours une réflexion de ces enfants par rapport à ça. Par la suite, Serge Tisseron va développer dans un chapitre particulier ce qu'il appelle le désir d'extimité, c'est-à-dire le fait de rendre public certains éléments de sa vie intime afin de les valoriser par le commentaire de ceux que nous avons choisis pour en être les témoins. Donc il y a cette idée derrière le désir d'extimité de je donne à voir quelque chose qui serait intime ou personnel et qui du coup pourrait faire l'objet d'une valorisation par autrui, un autrui que j'ai choisi. Sauf que ça pose un certain nombre de limites. Quelles sont ces personnes choisies? Est-ce qu'on maîtrise les destinataires? On a vu tout un ensemble d'actualités où des personnes diffusaient un message, soit dans un registre privé, soit dans un registre contenu, et ce que ça peut amener comme réaction, on va dire, une réaction d'ailleurs dont on ne sait pas du tout quelle en est l'origine. Et là, ça m'a fait penser cette réflexion-là à tous les enjeux de la cancel culture qu'on voit aujourd'hui se mettre en place avec ces formes de dénonciation publique en vue de l'ostracisation de l'individu qui aurait pu avoir un propos
qui va être considéré comme étant totalement intolérable dans le contexte social ou culturel dans lequel on est. Prenez l'exemple de la jeune fille Mila il y a quelques mois, par exemple. Donc, la mise en scène de soi sur Internet, pour lui, comporte un certain nombre d'enjeux à prendre en compte. C'est la question de l'ambivalence, en fait, par rapport à une demande qui n'est pas tout à fait adressée. À qui, réellement? Un public qui est là, mais qui est un petit peu ignoré, parce que finalement, on lui parle, mais on ne sait pas véritablement qui il est. C'est la question aussi de la vertu de l'invisibilité, de la multitude des identités, de l'anonymat dont on peut se prévaloir, et qui peut constituer d'ailleurs en grande partie aussi un avantage pour ceux qui s'y livrent. Ce n'est pas non plus qu'un inconvénient de pouvoir démultiplier nos identités. Et j'irai plus loin même en disant que de toute façon, cette démultiplication de ces identités, de nos rôles et statuts sociaux, c'est quelque chose que nous vivons dans le monde réel et pas nécessairement aussi que dans le monde virtuel. Il y a la question aussi du partage de son intimité, ce que l'on connaît de soi, mais il fait bien la distinction entre le fait de partager son intimité, c'est-à-dire ce que l'on sait de soi dans le contexte, par exemple, de l'usage des réseaux, de Facebook ou autre, et le fait qu'on ne partage pas nécessairement pour autant ce qui est de l'ordre de l'intime, puisque l'intime nécessite un espace de création qui souvent nous échappe et que ce qui nous est intime, on peut y accéder, mais dans un autre registre, on va dire, de communication, puisque c'est les autres qui nous apprennent à y accéder également. Et il pointe aussi un autre élément qui concerne la mise en scène de soi et un enjeu qu'on doit garder à l'esprit, c'est l'impossibilité, d'une certaine manière, de se faire oublier dans ce contexte-là. Dans la suite de son ouvrage, il va aborder, du coup, ce qui pose pour lui 4 révolutions des technologies numériques qu'il va essayer de mettre en perspective à partir de ce qu'elles impliquent, ces révolutions liées aux technologies numériques. La première de ces révolutions, pour lui, porte sur le rapport au savoir. Donc, une culture du singulier d'un côté, une culture du multiple de l'autre, par l'émergence de cette révolution numérique. Le fait aussi que, d'une certaine manière, on va avoir une conception du savoir qui sera plus verticale que horizontale du savoir du fait de l'irruption des technologies numériques. La deuxième révolution dont il va nous faire part, c'est ce qu'il appelle la révolution dans les rapports aux apprentissages. C'est-à-dire comment finalement on est passé d'une pensée chronologique à une pensée spécialisée, en réseau, circulaire, qui favorise l'innovation, mais qui n'est plus dans une forme de linéarité telle qu'on va le retrouver, vous verrez par la suite, avec la question de la culture du livre chez lui. Il évoque aussi, par rapport au rapport aux apprentissages, la question de la distinction entre mémoire événementielle, savoir c'est se souvenir, et puis la mémoire de travail, c'est-à-dire comment le numérique nous amène aussi à croiser des informations diversifiées et à créer du réseau lié à cette information. Il évoque aussi la question de l'attention profonde versus l'attention de courte durée, produite donc du coup dans ce rapport aux apprentissages. La troisième révolution qu'il va évoquer, c'est la révolution psychologique, en mettant en tension d'un côté une identité unique qui serait préalable à l'existence des réseaux, et puis ce qui serait de l'ordre des identités multiples que pourraient favoriser également ces réseaux. Il y a un élément également qui est abordé dans le cadre de cette révolution psychologique, c'est la valorisation des images, qui se retrouve en particulier présente dans cette révolution des technologies numériques. Enfin, une quatrième révolution, qui serait la révolution des liens et de la sociabilité, c'est-à-dire comment on passe de la proximité physique à un partage parfois indifférencié, comment aussi le discours de l'intime et de l'intégration groupale se joue différemment à travers la présence du numérique, avec une exposition de soi bien sûr qui est plus simple, moins risquée dans le cadre de la culture des écrans, moins risquée jusqu'à ce que ça dérape, je serais tenté de dire. Et on retrouve du coup dans son ouvrage l'idée d'un permis Internet dont on sait que ça a pu avoir des propositions sur le plan pédagogique, c'est-à-dire un permis comme pour... Et là, j'ai presque envie de dire, du coup, on va peut-être avoir un permis pour l'alcool aussi à la fac, pourquoi pas, ça serait intéressant, je trouve, de développer cette idée. Parce que s'il nous faut un permis pour l'ensemble des pratiques sociales et des usages qui nous intéressent, ça ouvre de belles perspectives d'emploi, en tout cas pour valider ce type de compétences. Alors,
Je vous ai résumé à grands traits un ouvrage que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire et je voudrais pas donner l'impression aussi qu'il n'y a pas de nuances. Il y a beaucoup de nuances hein, dans cet ouvrage. L'idée, c'était aussi pour moi de me l'approprier, puis après d'avoir un certain nombre de questionnements qui sont issus de ma lecture. La première question que je me suis posée, c'est à qui s'adressent finalement les repères qui sont proposés. Et c'est là que je vous disais tout à l'heure, finalement, et il en est conscient, Serge Tisseron, parce qu'il dit, les repères intéressent en premier lieu les parents déjà sensibilisés. Et là, on va retrouver quelque chose, effectivement, qui est récurrent dans le champ de la santé publique en général et de la prévention. C'est, finalement, est-ce qu'on ne parle pas déjà à des publics qui sont déjà sensibilisés aux questions que l'on aborde? Et donc, du coup, on se dit, mais finalement, ces repères, comment les faire exister dans un autre contexte que celui, je dirais, des personnes qui sont déjà sensibilisées ou déjà intéressées à ça. Autre élément de réflexion, c'est comment on passe du bilan à l'action. Si les repères donnent un cadrage et une méthode, ce qui peut être un peu plus difficile, c'est de se dire, et notamment pour je dirais, les acteurs qui interviennent dans le champ éducatif ou préventif, de se dire on a des propositions qui sont claires, qui renvoient finalement aussi à ce qui serait davantage d'ailleurs de la question de l'accompagnement parental, comment les processus qui peuvent, je dirais, être producteurs de la mise en œuvre de ces comportements ou de cet accompagnement, eux, où sont-ils? Comment on peut aborder cette question-là? Et cette question-là n'est pas abordée nécessairement. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des repères, avec ce qu'il faudrait faire, mais qu'est-ce qui pourrait favoriser la mise en œuvre de ce faire? Là, ce n'est pas, en tout cas, c'est pas traité dans l'ouvrage. Et c'est pas une question simple non plus. À un moment donné, on pourrait se demander aussi de quoi l'usage de l'écran est-il le nom, finalement. La question de la fonction de l'écran n'est pas véritablement traitée, je trouve. Pour ma part, la question de dire que les parents qui abandonnent leurs enfants aux écrans sont ceux qui s'y abandonnent également, je pense que c'est pas aussi linéaire que ça, c'est pas aussi systématique que ça. Surtout si on prend en compte le fait que, par exemple, les usages ne sont pas nécessairement les mêmes. Donc, ça veut dire que cette question de l'abandon n'est pas aussi linéaire, je pense, en termes de causalité que ce que ça peut être montré. Pareil, pour moi, la question de lier l'usage de l'écran à la souffrance, pour moi, est peut-être un peu trop, je dirais, exclusive comme explication, et qu'on l'a vu par ailleurs par rapport aux différentes données qui ont été produites, qu'on est face à des phénomènes qui sont multifactoriels, très complexes, très polysémiques même d'ailleurs dans l'interrogation qu'on peut en faire, et qu'on aurait besoin un petit peu, je dirais, d'expliciter davantage la place, la fonction de l'écran dans le contexte contemporain. Et c'est parfois aussi les travaux qui sont les plus difficiles à mener, puisque c'est plus facile parfois de réaliser une étude où on fait passer un questionnaire, où on est sur des, je dirais, des données, ou en tout cas des comportements autodéclarés, qu'on va mettre en relation avec d'autres facteurs, et on peut passer à côté du sens. Comme le répétait souvent René Thom, le grand mathématicien, prédire n'est pas expliquer. Et donc, du coup, on a peut-être besoin de modèles explicatifs de ces comportements. Une limite qui peut être abordée aussi, c'est voilà, c'est toute une limite qui est liée à la recherche, c'est-à-dire comment sont produites les données qui sont utilisées pour tenir un propos. Beaucoup d'études transversales, des études corrélationnelles, des consommations auto-rapportées, comment prendre en compte des variables sociologiques qui sont liées en fait au lieu de mise en œuvre des pratiques au-delà de certaines variables qu'on utilise, je dirais, régulièrement dans ces travaux-là, auxquels je participe également. Donc, ce n'est pas une critique, on va dire, de la recherche en soi, mais plutôt de comment on devrait développer différentes perspectives de recherche par rapport aux enjeux qui sont liés à ça. Une des limites pour moi, je trouve dans l'ouvrage, mais c'est une limite, c'est plus une critique personnelle. C'est qu'à un moment donné, Serge Tisseron, du coup, va mettre en tension ce qu'il appelle d'un côté la culture du livre et de l'autre côté la culture des écrans. Et il se défend de suite en disant, mais attention, je ne parle pas des supports. Sauf que moi, ce qu'on m'a appris en psychologie sociale, c'est que nommer, c'est représenter. À partir du moment où je dis d'un côté, il y a la culture du livre, d'un côté, je dis il y a la culture des écrans, c'est que je mets en opposition deux objets, deux formes d'accès à la connaissance, de pratiques qui sont, je dirais, socialement marquées,
et qui renvoie aussi déjà là à une forme de catégorisation sociale des individus dans un espace donné et la valorisation potentielle aussi, par exemple, du livre par rapport à l'écran. Et on sait la place que ça occupe dans un pays comme le nôtre d'aborder toujours cette question de la place du livre, la place de la lecture, etc. Et on voit qu'il y a presque un conflit d'ailleurs de perspectives dans notre société contemporaine entre le livre qui serait le garant de ces formes d'apprentissage, on va dire, traditionnelles, comme si c'était le véritable accès, on va dire, à la connaissance d'une certaine manière, et puis l'écran qui ne serait qu'un ersatz de ça, qui ne permettrait pas, je dirais, le travail que propose le livre. Et j'ai l'impression que c'est plus des perspectives, entre guillemets, idéologiques qui s'expriment que des réalités concrètes qu'on aurait du mal à faire coexister, cohabiter ou à questionner simultanément. Donc je pense qu'on est plus face souvent à une coexistence, un amalgame, et que la séparation artificielle peut être dangereuse parce que sinon ça renvoie de suite à une forme de catégorisation des individus, des bonnes pratiques. Et donc, conséquemment, on le sait dans le champ de la santé publique, que lorsqu'on commence à catégoriser, on commence à étiqueter, on commence à faire apparaître des formes de déviance supposées. Et donc là, on retrouve finalement, je dirais, ce qui a marqué le début du livre, c'est-à-dire comment on définit ce qu'est un risque. Et dans l'enjeu, on va dire, de la construction sociale du risque, de la construction de la perception du risque, on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui vont rentrer en ligne de compte et on ne peut pas, à un moment donné, appréhender la construction du risque sans s'interroger sur le rôle d'un certain nombre de variables psychosociales qui vont construire le risque. D'ailleurs, le risque légitime, comme celui qui ne l'est pas, et à quel moment on va décider que tel groupe, on va dire, se développe des pratiques qui, du coup, on va qualifier de pratiques à risque. Donc, ça rejoint un petit peu une remarque qui a été faite à un moment donné sur cette question-là. Et ça montre peut-être aussi finalement une ambivalence qu'on entretient et je dirais qui est bien inscrite aussi dans nos sociétés contemporaines, mais qu'on retrouve aussi par le passé. C'est une ambivalence aussi par rapport au progrès technique, c'est-à-dire comment le progrès technique génère un certain nombre d'attentes et en même temps un certain nombre de craintes simultanément. On voit bien que par rapport aux écrans, demeure une forme de contradiction entre l'écran comme support au développement, l'écran comme étant une nécessité pour nos jeunes d'être, comment dire, véritablement des digital natives, si on reprend cette expression, et qu'ils doivent développer des compétences. On attend d'eux qu'ils développent ces compétences, et en même temps, on attend d'eux qu'ils soient dans des mesures auto-restrictives par rapport à ce rapport aux écrans. Donc il y a presque une injonction paradoxale que la société vit très bien, et j'ai l'impression qu'elle le vit très bien une fois de plus sur le dos des jeunes et le dos des enfants. Ce qui est quand même assez récurrent de toute façon, puisque je dirais que les enjeux idéologiques par rapport à la question de la santé des enfants ou des adolescents ou des jeunes adultes amènent toujours parfois à ce type, je dirais, de pression normative qui se retrouve davantage exprimée vis-à-vis d'eux que vis-à-vis des adultes en général ou autres. Donc voilà un petit peu, je crois que j'ai beaucoup parlé, puis je parle quand même relativement assez vite, donc heureusement que c'est enregistré. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire à la lecture de ce livre de Serge Tisseron.